Et avant de terminer, nous allons avoir un petit moment de discussion avec déjà des membres du jury et des participantes et des participants au keynote que vous avez entendu tout à l'heure. On va installer la table ronde. Donc pour ce faire, je demande de venir sur scène à Barbara Lax, fondatrice des crèches de Little Green House. Voilà, Barbara, vous pouvez venir sur scène pendant qu'on va installer la table ronde. On va vous installer quelques fauteuils. Je demande aussi à Thomas Policard, qui faisait aussi comme Barbara partie du jury, de nous rejoindre. Thomas Policard, vous êtes en charge du revenu de transition écologique. Vous aurez peut-être l'occasion de nous dire ce que c'est au sein de la fondation The In. Vous vous occupez aussi de la vulgarisation au sein de cette fondation. Voilà, asseyez-vous sur les sièges qui sont en train de s'installer. Et on accueille aussi sur scène Patrick Tindot, fondateur d'Asimba, entreprise informatique et l'un des pionniers de la semaine de 4 jours. Donc ça, on pourra en parler aussi avec vous, Patrick, ce sera intéressant. C'est l'exemple d'une nouvelle forme d'économie. Jean Dabienbeau, qu'on a beaucoup vu, qui nous rejoint également sur scène, que je ne présente plus vu qu'il a fait une présentation. Sarah Agnoni, qui nous rejoint également et que je ne présente pas vu que vous l'avez vu. Et Victor Canilla, également, je vous propose de nous rejoindre sur scène. Installez-vous sur les... Oui, vous pouvez applaudir, allez-y. On devient accro aux applaudissements après. Première question pour vous, Thomas. Vous allez avoir un micro d'ici peu de temps, mais je vais déjà commencer à la poser. J'aimerais que vous ayez une réaction sur les gagnantes et les gagnants, les lauréates et lauréats, vu que vous avez fait partie du jury. Quelles sont les tendances, la cohérence que vous voyez derrière ces différents prix que nous venons de remettre? Quelles sont les tendances que vous avez observées au sein du jury parmi les candidates et les lauréates? Allô. Oui. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, vous avez vu la diversité des projets, donc bravo d'ailleurs pour l'allocution de tous ces projets, des 16 projets. On voit qu'il y a beaucoup de diversité dans les projets qui ont été proposés. Et puis, on se rend compte aussi qu'ils sont très pertinents pour la ville de Gland. Et ça, je pense que c'était aussi quelque chose d'important qui nous a aussi marqué au niveau du jury, c'était de voir un petit peu la cohérence pour la ville de tous ces projets-là. Après, ce qui est aussi... moi, me titille un peu en faisant partie de la Fondation Zoën, c'est de dire finalement ce qui manque maintenant, c'est un petit peu quelque chose pour fédérer ces différents projets parce qu'ils sont complémentaires et puis il y a des choses à trouver entre certains porteurs de projets. Donc, on a vu chez l'épicier, mais on a aussi vu qu'il y avait des initiatives pour mettre en place des conférences et puis des projections documentaires qui pourraient avoir lieu chez l'un ou chez l'autre. Et puis en fait, voilà, ce que nous on essaie de faire au sein de la Fondation Zoën, avec le revenu de transition écologique, c'est de mettre en place des coopératives de transition écologique et en fait finalement de fédérer ces différents porteurs de projets pour essayer de mutualiser certaines choses qui puissent l'être et puis donner un petit peu, gagner un peu en volume et en visibilité. On a beaucoup entendu dans les conférences ce soir l'idée de cette grande démission, qui est manifestement un phénomène repéré par de plus en plus de ressources humaines. L'idée qu'on démissionne pour faire quelque chose d'autre qui a plus de sens. Victor, vous nous l'avez dit brièvement, ok, on démissionner, ok, et après trouver quelque chose qui fait plus de sens, là c'est peut-être compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de trouver quelque chose qui sera rémunéré, qui va nous permettre de payer notre loyer, qui va permettre de payer notre alimentation. Et c'est la réalité de beaucoup de candidates et candidats ce soir qui ont des super projets, sauf qu'il y a un autre boulot à côté dans lequel on croit peut-être un petit peu moins, mais c'est le seul qui paye. Comment est-ce qu'on fait face à ce constat? Parce que, a priori, votre revenu de transition écologique, c'est quand même la volonté de répondre à ce problème-là. Tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, merci d'en avoir parlé avant moi, mais effectivement, l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'on aide il faut de l'aide au démarrage. Donc, en fait, au travers du revenu de transition écologique, on veut essayer de donner accès soit à un investissement de base pour des entrepreneurs qui ont besoin d'investissement au début d'une activité pour se lancer dans une activité, mais aussi il y aura certains entrepreneurs qui auront besoin de formation ou de formation complémentaire. Et puis, effectivement, il y aura aussi simplement des fois le besoin de se fédérer, d'échanger des idées, de chercher des compétences chez certaines personnes et puis de faire des rencontres, en fait. Et ça, typiquement... au sein de la Fondation Zoën, on l'expérimente depuis 3 ans maintenant, au sein de territoires et en fait de régions. J'ai bien aimé quand tu as parlé de régions parce que finalement c'est ça. Les territoires, en fait, c'est au niveau des régions qu'on doit agir. Et puis, en Suisse, maintenant, on essaie aussi de mettre en place des projets qui essayent en fait de favoriser soit une reconversion, soit l'implémentation de nouveaux projets ou alors l'insertion socio-professionnelle. Qui paye si ce n'est pas l'employeur? C'est des partenariats publics-privés.
Et c'est ça qu'on essaye de faire. Donc c'est la collectivité qui paye le revenu de transition écologique. C'est soit la collectivité, soit des entreprises privées, soit des fonds privés. Ok, très bien. Une question sur les missions de ces entreprises ou de ces projets pour vous, Barbara Lax, parce que c'est précisément ce que vous avez fait. On parle beaucoup d'entreprises à mission, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être que vous allez justement nous expliquer, mais vous avez a priori l'exemple d'une entreprise à mission. Alors dites-nous laquelle, et puis ensuite on va questionner un peu cette idée de créer une entreprise avec une mission. Oui, merci. Alors, c'est intéressant aussi tout ce discours d'aujourd'hui parce que c'est exactement ça qui m'a aussi motivée à me lancer. En fait, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une multinationale chez Caterpillar où j'ai appris énormément. Et j'étais responsable pour le développement durable et beaucoup ce que vous avez dit, en fait, je me rendu compte de ça. Je me rendu compte à quel point, voilà, on fait des rapports et tout ça, mais finalement, derrière, pas forcément, malheureusement, toujours grand-chose. Et quand j'ai eu cette idée de me dire, mais tiens, là, j'ai mon enfant, elle a 9 mois, en fait, c'est elle qui va être dans ces sociétés de demain, ça c'est le futur, qu'est-ce que ces futurs citoyens ont besoin? C'est là où l'idée m'est venue de, en fait, tout simplement créer un crèche et puis une réseau des crèches, en fait, avec ses valeurs pour les futurs citoyens, pour avoir une ouverture d'esprit, la possibilité de comprendre les autres avec l'apprentissage des langues, tout simplement, développer une empathie, la créativité, la confiance en soi et surtout la connectivité entre eux, aussi déjà créer aussi cet espace où les plusieurs cultures, les différents backgrounds peuvent se rencontrer, une inclusion aussi au niveau de différents besoins des différents enfants et vraiment créer cet espace comme les villages dans le village où on peut vraiment comprendre, se rencontrer, faire des amis. Hein, c'est vraiment la réalité chez nous et je pense dans beaucoup d'autres crèches aussi. Ces familles qui ont des petits-enfants qui sont très sensibles à l'avenir de leurs enfants et en même temps travailler à des moments les plus importants au niveau du développement du cerveau, au niveau des émotions, au niveau de tous les instants qu'on développe. Et je me dis c'est ça que je devais faire. C'est vraiment un impact maximum dans quelque sens et en partenariat avec plein de différentes entités locales. Et voilà, c'est dans ce voyage que je me lancé et c'est ma mission. Mais qu'est-ce que c'est selon vous une entreprise à mission? Parce qu'on pourrait entendre quelqu'un qui a créé une autre crèche qui nous dirait oui, moi ma mission c'est d'accueillir les enfants le matin, de m'en occuper et puis de les rendre le soir. Voilà, ça pourrait aussi être une mission. Alors quelle est la différence entre ce type de mission et ce qu'on appelle les entreprises à mission? Parce que vous gardez aussi les enfants, mais a priori vous vous êtes aussi assigné une autre mission. Bon, je pense que ce n'est pas si simple que ça, parce que je pense que tout le monde qui décide de travailler avec les petits-enfants, c'est déjà des gens qui sont hautement motivés d'avoir un impact sur le monde. Alors déjà, tous les crèches qui existent, je pense, ils ont déjà un personnel, des gens, une équipe qui sont là pour vraiment faire le monde mieux. Alors oui, nous, aujourd'hui, on a aussi vraiment cette vision, qu'est-ce qu'il faut pour ce citoyen de demain au niveau de, voilà, on étudie beaucoup les neurosciences, on a le multilinguisme pour pouvoir, voilà, s'ouvrir au monde, avoir une mixité, un maximum d'inclusion. Mais je pense qu'il faut aussi regarder dans quel type de métier vous choisissez de travailler, avec quel type de collègues, avec quel type de motivation. J'aimais beaucoup ce que vous avez dit, comment choisir son travail en fait. Et je pense n'importe dans quelle crèche en Suisse, aujourd'hui, vous allez trouver cet idéalisme des collaborateurs, des équipes. Oui, bien sûr, nous sommes allés encore plus loin. On veut vraiment avoir cette possibilité de travailler avec les familles modernes, de leur faciliter aussi leur vie, d'aller dans la nature, on met beaucoup d'accent sur le développement durable. Oui, c'est encore peut-être une étape plus loin, mais déjà, je pense, cette étape de se dire, mais quand je choisis mon métier, je veux travailler avec les humains, je veux faire quelqu'un heureux chaque jour quand j'y vais, et je veux accompagner ces familles dans ce moment difficile. Pour moi, c'est déjà un autre type d'économie, peut-être des autres métiers ou des autres entreprises. Voilà. Une question pour vous, Patrick, parce que dans votre entreprise qui se nomme Asimba, vous faites de l'informatique, c'est juste. L'une des particularités, ou sûrement celle qui va le plus nous interpeller ce soir,
c'est que vous travaillez pas 5 jours. La semaine, elle a 4 jours pour vous, la semaine de travail. Pourquoi? C'est une défaite face aux employés, c'est-à-dire que c'était où ça où ils partaient, ou est-ce qu'au contraire c'est une victoire d'avoir réussi à réinventer le modèle de travail et la manière de travailler? Alors, initialement, c'était pour pouvoir dire aux gens, OK, on travaille du lundi au vendredi, on travaille, on fait. Et puis finalement, l'été passé, j'ai entendu qu'il y avait certains pays scandinaves qui avaient mis en place cette semaine de 4 jours, ça marchait bien, etc. Je me suis dit, bon, finalement, ils sont pas plus bêtes que moi, on va essayer de faire ça. Donc j'ai essayé de le vendre ça à mes collaborateurs. Je dis, voilà, toi, par exemple, si tu pouvais promener ton chien un jour en semaine à la maison, tu serais pas tranquille. Ouais. Toi qui aimes bien skier, tu irais bien skier un mardi plutôt que le samedi ou le dimanche. Ouais, puis il me regardait comme ça, alors je faisais les uns après les autres. Puis je dis, bon, ok, alors maintenant on va travailler 4 jours sur 5. Il me regarde, il me fait, Puis ils attendaient tous de me poser la question, forcément. Voilà. Puis je dis, vous avez des questions? Non, ok. Puis il y a quelqu'un qui lève la main et fait, puis en termes de salaire, c'est comment? Ça ne change pas. Bon. Le tout est de réussir. En termes de, parce que oui, il y a ça, mais l'autre moyen de les avoir, c'est en termes d'heures de travail par jour. Ça change ou pas? Non, 8 heures par jour. Ah. 8 heures par jour. L'avantage avec ça, alors, non seulement pour l'aspect social, etc., l'aspect d'intérêt en termes de ressources humaines, les collaborateurs potentiellement restent. Quoique, à un moment donné, c'est comme si on donne 10 ou 20 000 francs d'augmentation à quelqu'un, il restera 3 mois, mais finalement, si ça ne lui plaît pas, il partira quand même. D'accord? Donc, ce n'est pas ça qui va retenir. C'est une des choses qui fera qu'il restera ou pas. Maintenant, j'ai perdu mon fil. La question, je vois très bien l'intérêt de prendre son chien, aller faire du ski, etc. Je vois pas bien l'intérêt que vous avez, vous, en tant que propriétaire de l'entreprise, c'est juste? Oui. Voilà. Je vois pas très bien l'intérêt que vous avez. Alors, l'intérêt, c'était pour... moi, je suis toujours parti du principe que si on soigne ses collaborateurs, ils prendront soin de ses clients. D'accord? Bon, voilà, ça c'est de base. C'est pas moi qui l'ai sorti, c'est un gars. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, et ça fait partie de ces choses-là. Maintenant, il y a eu des effets de bord. Alors, le premier effet de bord qui est un petit peu attendu, c'est quand on a commencé à faire ça en septembre de l'année passée. Les 2 premiers mois, c'est 20% de chiffre d'affaires en moins. Mathématiques, ça. Alors, c'est mathématique. On s'est dit, oh là, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait ça là? Mais bon, on a dit, on faisait 3 mois d'essai, etc., etc. On verra à fin novembre. Fin novembre, on était revenu à 0. Donc, on produisait le même nombre de projets, le même nombre de choses que l'on faisait, etc., qu'avant. On est arrivé à l'équilibre, on fait, finalement, ça marche. Et maintenant, plus d'une année plus tard, on est à 20% de productivité en plus. Pourquoi? Alors, en fait, il y a diverses choses dont je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que si on travaille lundi puis que le mardi, on ne travaille pas, le lundi, on va tout faire, on va documenter, on va mettre en place les choses, etc., pour que si le client rappelle ou quand la personne reprendra le projet le jour d'après, ait toutes les cartes en main pour pouvoir travailler correctement. Parce que voilà, chez nous, dans le domaine informatique, on se bat toujours pour que la documentation soit à jour, pour que le mot de passe soit transmis, etc., etc. Et si la personne n'est pas là, c'est agaçant pour que quand le client appelle le jour d'après, on m'a installé mon ordinateur, j'ai pas mon mot de passe, ouais, mais mon collègue il est en congé, je peux pas, voilà, etc. Donc ça, c'est une fois. Le jour d'après, le collègue qui n'était pas là se fait démonter, d'accord, parce qu'il s'est fait brosser la tronche par le client qui n'était pas content. Donc, plus de qualité. Mais oui, mais c'est comme ça la vie. Il y a un jour de congé, mais on lui démonte la gueule, par contre. Ouais, exactement. Mais il l'a fait une fois. Il a fait une fois cette erreur, et en fait, ça a motivé les gens à mieux travailler, à faire les choses plus bien quelque part, parce que potentiellement le jour d'après ils sont pas là, potentiellement c'est pas eux qui vont finir le projet, c'est pas eux qui vont le livrer, etc. Et en fait c'est un gage de qualité. Et il y a certaines choses qui, par exemple dans le cadre d'un projet, on peut ou faire 4 mails à un client pour lui poser 4 questions différentes, ou se poser 5 minutes de plus, ok, puis essayer de mettre ces 4 questions dans un même mail. Et c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est plus rentable. Puis les gens se disent, ah ouais, non mais bon, c'est pas possible, comment tu fais, etc. Mais en fait, c'est extrêmement simple. On connaît tous des gens autour de nous qui sont passés de 100 à 80%, souvent pour des raisons familiales, pour des formations, etc. Puis au final, quand on dit, puis ton job, c'est comment? Je fais le même boulot qu'avant, mais en 4 jours. Donc en fait, là, qui c'est qui gagne? Là, c'est que le patron qui gagne. Le collaborateur, il ne gagne rien. Voilà. Et donc, on arrive à ce que tant le patron soit content, soit les collaborateurs soient contents, et puis aussi leur donner un sens par rapport à leur investissement qu'ils ont dans l'entreprise, dans les projets dans lesquels on va, etc.
Très intéressant. Si vous êtes d'accord, on passe le micro jusqu'à Victor, parce que j'aimerais vous faire réagir à ça, Victor. Est-ce que là, on a un exemple à petite échelle? Ouais, vous avez 2 micros, c'est parfait. Est-ce que là, on a un exemple de décroissance? Parce que si on regarde rien que sur le nombre de jours de travail, par exemple, là, la décroissance, elle est au premier degré, elle est très claire. Est-ce que c'est un mécanisme de décroissance ou est-ce que j'ai rien compris? Non, alors malheureusement, moi je suis désolé, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas un exemple de décroissance. C'est un très bon exemple de personne d'employé qui aura plus de temps pour des loisirs. Par exemple, le ski le mardi. Mais vous l'avez dit vous-même, la productivité est la même, voire elle augmente. Donc la production est la même. Donc non, absolument. Là, mathématiquement, il n'y a aucune façon d'argumenter que c'est de la décroissance. On pourrait même dire que c'est l'inverse, parce qu'en fait, l'employé qui a plus de temps disponible peut plus aller consommer à droite à gauche en prenant son SUV pour aller faire du ski à Crans-Montana. Donc c'est une question délicate. Donc je dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, c'est pas de la décroissance. Mais je crois que c'est, à titre personnel, je crois que c'est bien quand même. Oui, mon but, ce n'est pas de dégommer Patrick, mais de démonter la gueule de Patrick, pour reprendre l'expression. Est-ce que vous avez alors des bons exemples d'entreprises ou de collectivités qui pratiquent la décroissance et que vous arriveriez à nous illustrer très concrètement? C'est quand même un peu la promesse de ce soir et c'est vraiment le but de cette table ronde, c'est que vous nous donniez un exemple très concret de décroissance. Ouais, je pense que le RTE à Mérin, c'est un bon exemple. Et puis ça, c'est une preuve que les communes peuvent aussi... Alors vous allez un peu vite, le RTE à Mérin, ça devient technique. Donc le revenu de transition écologique dont il parlait, appliqué par exemple à Mérin, c'est ça. Pourquoi c'est un exemple de décroissance? Disons que de toute façon, il faut toujours, quand les alternatives émergent, qu'elles commencent par des expériences pratiques de terrain, etc. Et puis là, c'est vraiment un modèle qui peut servir dans d'autres communes, etc. Donc je crois que c'est quelque chose de positif. Ça en serait une. Une autre, c'est un ami de l'EPFL qui est venu me voir l'autre jour qui m'a dit je suis sorti, j'ai fait je sais plus ce qu'il a fait, ingénierie civile je crois, et maintenant j'ai fait ma propre boîte parce que j'avais pas envie d'aller dans une grande boîte, etc. Et j'avais pas non plus envie que ma propre boîte, ma start-up, soit phagocytée, soit vampirisée par des venture capital risque, etc. Des investisseurs qui vont venir, qui vont prendre 40% des parts et ensuite complètement conditionner l'avenir du jeune embryon naissant de mon ami. Et du coup, il a utilisé, je crois, les services d'Après-Vaux pour faire une SARL, Société à responsabilité limitée, à but non lucratif. Donc avec des conditions juridiques très précises qui, à mon avis, sont là un fonctionnement d'entreprise qui est vraiment orienté vers le futur parce que cette personne ne s'est pas directement, dès le premier jour de sa start-up, mis en soumission, presque de prédation, par rapport à des investisseurs externes qui ne seraient là que pour lui imposer des objectifs de rentabilité. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Sarah, j'aimerais vous faire réagir sur ce que disait Victor à propos de la semaine de 4 jours. C'est ce fameux effet rebond qu'on constate dans beaucoup de cas différents. Le plus caricatural, c'est les propriétaires qui mettent des panneaux solaires sur leur toit. C'est un geste écologique, ça permet de gagner un peu d'argent grâce à la revente de l'énergie. Et puis tiens, on pourrait claquer ça dans un vol EasyJet. Et donc on est vraiment dans un vrai effet rebond on a fait un geste pour le climat, mais au final, le solde de tout ça est négatif. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette boucle d'effet rebond, parce qu'on a l'impression, et l'exemple de Patrick est très bon, c'est vrai, et donc on prend un jour de congé, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ce jour de congé? Il y a quand même pas mal de risques pour qu'on consomme un peu plus, c'est vrai, ou qu'on se déplace un peu plus, c'est vrai. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des modèles vertueux et limiter cet effet rebond? Alors peut-être la question de base qu'il faut se poser, c'est pourquoi on fait les choses en fait. Et ça remplit au final quel besoin humain. Et je prends souvent cet exemple parce que c'est l'exemple un peu typique. Voilà, tu parlais d'aller faire du ski ou des loisirs ou de partir en vacances. On se dit, on a ces 2 semaines de vacances, donc je vais prendre l'avion, aller aux Seychelles, me poser là. Mais en fait, pourquoi? Parce que voilà, on a besoin de se détendre, mais pour se détendre, on peut très bien prendre un Mac, se mettre au parc de Gland ou en forêt et puis remplir ce même besoin. Et là, c'est pareil. C'est pas tout à fait la même chose. C'est très beau le parc de Gland. Oui, voilà, mais ou la plage de Gland. Oui. Oui, mais en fait, il y a aucun. Si le besoin c'est de se reposer ou vraiment le farniente, on peut le faire différemment. Et pourquoi on fait ces choses? Pourquoi on se déplace? Et donc de revenir à la base. Voilà, de ce qui nous motive. Et puis effectivement, ça peut éviter cet effet rebond. Donc, je vais garder le même niveau de dépenses ou le même niveau de consommation, mais ce que je fais moi ailleurs, je le fais. Non, pourquoi on fait ces choses? C'est peut-être une bonne question à se poser.
On va prendre des questions dans la salle. Juste avant, j'ai encore une question pour vous, Victor, et je devine qu'il y aura forcément des questions parce que sur cet angle croissance, décroissance, en général, ça provoque toujours un débat assez passionné. Donc ce sera intéressant si vous avez aussi des questions sur ce sujet ou à poser aux autres avec plaisir. Question pour vous. Vous disiez, il ne faut pas culpabiliser l'individu, et ça on l'entend énormément. La question c'est, est-ce qu'il faut culpabiliser l'entreprise, qui est aussi une forme qu'un acteur de l'histoire finalement, qui pourrait aussi être vu comme un individu. Est-ce qu'il faut aller vers une entreprise en particulier? Est-ce qu'on attend d'une entreprise en particulier qu'elle mette en place un mécanisme de décroissance? Est-ce que c'est ça qu'on imagine et qu'on va faire pression sur elle jusqu'à ce que cette entreprise se mette à décroître dans son coin? Ou est-ce qu'il faut forcément penser systémique? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on initie une démarche systémique de décroissance? Oui, c'est une très bonne question. Moi, je pense déjà qu'il faut culpabiliser les individus. Ah d'accord, Désolé. ça c'était pas clair. Ouais, alors il faut culpabiliser les individus et les entreprises, et les gouvernements, Okay. et le pickpocket dans la rue, et tout le monde. En fait, nos conséquences sont des actes. Donc, que ce soit du point de vue de carrière ou du point de vue de consommation personnelle, je ne suis pas en train de dire gavez-vous de viande de bœuf parce que de toute façon, les méchants, c'est Nestlé. Donc je pense qu'il faut effectivement culpabiliser les deux et toujours, quand on prend des questions éthiques, partir de qu'est-ce qu'on peut influencer nous à notre échelle, que ce soit sur un point de vue de production et de carrière ou sur un point de vue de consommation et de viande de bœuf. Maintenant, c'est une excellente question très tortueuse de comment, en final, l'entreprise aussi, elle doit s'adapter. C'est la compétition. Et si elle est la seule à vouloir ne plus importer, je sais pas moi, du textile du Bangladesh parce que la main d'œuvre est exploitée, mais à le faire avec du textile du Jura, elle va avoir des prix plus chers, etc., etc. Donc c'est épineux, ces problèmes de compétition. Traditionnellement, les meilleures réponses sont toujours dans comment on met les règles du jeu. Donc c'est vrai que là, on a de la peine quand même à voir des solutions qui ne passent pas à un certain moment par une certaine forme de régulation et de limite. Et donc, on voit, vu qu'on est aussi dans le thème du concret, il y a la commune d'Amsterdam, par exemple, donc quand même pas un petit truc, qui a pris le modèle de l'économie du donut de Keith Raworth pour faire tous ces optimisations ou ces limites à l'échelle communale de ce qu'elle peut implémenter, ce qu'elle peut faire. Donc c'est quelque chose qui est faisable aussi à l'échelle communale. Mais je pense que si l'État suisse continue à faire opérer les mastodontes de la finance suisse et de l'économie suisse au rythme actuel, on peut être 98% de la population suisse à faire des efforts, ça ne va pas suffire. Donc il faut effectivement une certaine forme de contrôle, il faut une forme d'éthique personnelle et il faut une forme de culpabilisation à l'échelle personnelle comme à l'échelle individuelle. Mais c'est pas très drôle en soirée de dire ce genre de trucs. On vous demande pas forcément d'être drôle, hein. On trouvera qui est le comique de la soirée, c'est peut-être une question. On va prendre une première question dans la salle. Oui, ici, on va vous amener un micro, je crois. Ah non, ils ont... Ah, on prend un des micros là? Oui, très bien. Voilà, le micro arrive. On vous écoute. 1, 2, je vous remercie. Ma question, elle est par rapport au sujet du numérique, pour aller un petit peu plus loin que l'idée de la souveraineté numérique. Dans les propositions de la décroissance, il y a notamment sur les biens essentiels de proposer des logiques de quotas, de gratuité et de taxes exponentielles par rapport au mésusage. Est-ce que vous pensez que par rapport au numérique, si on était un minimum conséquent aujourd'hui, on ne devrait pas se poser la question du quota? D'imposer des quotas qui pourraient être gratuits pour un usage minimum et à partir de là, partir dans une taxe exponentielle sur le mésusage parce que ça nous permettrait de réfléchir un minimum à l'usage et voilà. Lexique sur mésusage. Ouais, mais c'est justement la question, le quota Qu'est-ce que gratuit, c'est le mésusage du numérique? C'est quand même ça qui fait qu'aujourd'hui ça explose. Oui, mais c'est quoi la définition du mésusage? Le mésusage, c'est par rapport, il faudrait le définir collectivement, c'est combien est-ce qu'on pense qu'on a besoin d'utiliser de données pour répondre à des besoins essentiels. Donc ça poserait aussi la question de quels sont ces besoins. D'accord, donc mais de manière générale pour les réduire. Au sens de la durabilité. Alors, moi, je pense que... Jean-Damien. Peut-être. Non, voilà. Allez-y. Alors moi je pense qu'effectivement on peut aller plus loin et sortir du numérique. Je suis désolé, ça ne va pas répondre nécessairement au numérique, mais on a tous une limite planétaire. Donc voilà, on disait il faut être à 1 tonne d'équivalent CO2. Donc est-ce que moi j'ai envie de mettre ma tonne dans du numérique et puis un petit peu de voyage dans la région, ou est-ce que j'ai envie de mettre ma tonne dans autre chose? Et je pense qu'effectivement,
si on était citoyennement responsable, on pourrait aller plus loin. Donc ça va plus loin que le numérique. Parce que si on commence à réguler le numérique, il faut réguler aussi la voiture, etc., etc. Et pour moi, monter ça au niveau du bilan carbone de chaque individu et de chaque entreprise, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que la vraie limite, elle est là. Et puis, on peut encore aller plus loin. Donc ça veut dire pas qualifier les usages, mais dire vous avez une tonne et vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez passer votre tonne, si vous voulez l'utiliser en regardant du porno sur Internet et que vous n'avez plus assez pour manger, c'est votre histoire. C'est ça. Ça existe c'est déjà. votre vision. Oui, et ça existe déjà par l'argent. Oui. Aujourd'hui, l'argent, c'est une limite. Oui. C'est une limite et il y a des règles de définition de qui va avoir comment se crée l'argent. Donc on revient aussi aux monnaies locales, on revient à tous ces éléments-là. Et ces éléments-là, c'est une limite planétaire qui s'impose à nous tous, qu'on le veuille ou non. Et on peut même aller plus loin que le CO2, parce qu'on va dire aussi que l'utilisation des terres rares, etc., alors ça devient plus compliqué. Mais ce serait déjà une mesure assez intéressante. Et puis après, voilà. Aujourd'hui, on sait très bien que le gratuit n'est pas gratuit, en fait. C'est ce que je disais, on est le produit quand les choses sont gratuites. Mais, donc même si on limitait une utilisation pseudo-gratuite, je ne crois pas qu'on atteindrait quelque chose. En revanche, juste pour finir sur la régulation, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de régulation que l'Europe va imposer le fait d'avoir des USB-C chargeurs partout. Pour moi, c'est un exemple de bonne régulation. On se fait balader, il faut dire ce qui est, on se fait balader dans le numérique par tous les fabricants de smartphones qui s'amusent réellement à changer de prise. Et c'est des millions de dollars pour eux, et c'est catastrophique. Et moi, je pense que ce type de régulation est intéressante. Donc il faut de la régulation, et il faut que le citoyen puisse dire oui, on est citoyen, on contrôle, on veut réguler. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on reprend encore une question dans la salle? Oui, ici. On va vous amener le micro. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors moi, je voudrais vous poser la question. Donc c'est quelque chose dont plusieurs intervenants en ont touché pendant leur présentation. C'est la question des communs. C'est quelque chose qui existe dans le numérique avec le logiciel libre, qui existe pour les espaces, qui existe pour l'eau. L'air, c'est un commun. L'eau, c'est un commun. On a fait un peu d'histoire de l'économie avec Victor. Donc, il y a de moins en moins de communs, très clairement. Et autrefois, les économies étaient très organisées autour de ces communs. Donc, ma question n'est pas... Je n'ai pas une personne en particulier à qui la poser, c'est plus... Je vais choisir moi. Ouais, qui c'est ça, très bien. Comment est-ce qu'aujourd'hui, donc, dans une économie sociale, solidaire, comment est-ce que des acteurs locaux qui participent à une économie, donc il y a une notion d'argent et du coup un peu de propriété, comment est-ce qu'on peut réintégrer les communs et les remettre un peu au centre de cette question? Thomas Policard. Le seul qui n'a pas de micro. Tiens. Merci pour le cadeau. Peut-être qu'il y en a d'autres qui répondront, mais ça m'intéresserait de vous entendre, non? Vous avez pas quelque chose à dire là-dessus? En fait, moi, à quoi ça me fait penser cette question des communs, c'est par rapport à la mutualisation de ce que les acteurs peuvent apporter. Enfin, j'avais envie de réagir par rapport à plein de choses qui ont été dites avant, mais concentrons-nous sur la question. La question des communs. Je pense que la manière dont on appelle les communs, pour moi, la connaissance, c'est un commun. Et en fait, aujourd'hui, elle n'est pas encore assez mise en valeur, ou disons, elle n'est pas assez partagée. Il y a beaucoup et d'ailleurs, dans le numérique, c'est un bon exemple, parce que Wikipédia, c'est de la connaissance qui est partagée, gratuitement. Magnifique, ouais. Mais en fait, il y a peu d'exemples comme ça. Et nous, ce qu'on aimerait faire, en tout cas au sein de ces coopératives de transition, c'est de mutualiser la connaissance. C'est de dire, finalement, il y a des gens qui ont des connaissances et puis qui peuvent le partager gratuitement, ou ils ont organisé des espaces pour mutualiser ces connaissances-là. Voilà. Mais je suis pas un spécialiste de l'économie, donc. Mais enfin, c'est juste que je pense que on est aussi dans une situation aujourd'hui où on parle beaucoup de transition écologique. On dit voilà, les solutions existent, elles sont là. Maintenant, il faut que les gens les changent en fait. Et je pense que quand on dit l'État, mais l'État c'est nous. L'État c'est nous. Et en fait, la réalité c'est qu'il y a 80% de la population qui ne veut pas changer. Donc en fait, voilà comment on va faire avancer les choses, c'est que les gens doivent changer. Victor. Ouais, volontiers. Je pense que c'est une très bonne question. Et puis, je pense, comme vous l'avez rappelé, historiquement, on avait beaucoup plus de communs et puis ils ont été privatisés.
La mauvaise nouvelle, c'est que ça continue. Je pense qu'il faut, à nouveau, désolé d'être répétitif et obtus, il faut quand même faire des diagnostics en partant du réel concret d'aujourd'hui. Si on regarde les accords dits de libre-échange, par exemple, entre le Nord et le Sud, en fait, ce que c'est que ce sont des accords de protection des investissements à l'étranger qui comportent des façons dont les multinationales peuvent ensuite poursuivre des pays. Donc, par exemple, si on prend l'exemple très concret de mines de cuivre en Colombie, si le gouvernement colombien dit maintenant « Hey, Glencore, vous n'êtes pas très sympa, vous avez quand même empoisonné 6 villages », Glencore peut dire maintenant on attaque l'État de la Colombie parce qu'ils ont essayé de nous réguler notre façon de traiter cette mine. Et ça vient d'une façon de privatiser l'accès à cette mine ou à cette ressource. À la base, c'était une forêt, mais on a décidé d'appeler ça une mine, puis de creuser en dessous. Et donc, il y a cette dynamique de privatisation qui est très large. On pourrait aussi parler des brevets, et je vais vraiment être court et en venir au point. Mais les brevets, c'est aussi une privatisation de la propriété intellectuelle, par définition, brevet. Et il y a une explosion des dépositions de brevets dans ces 30 dernières années. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur la bonne pente, et il faut inverser ça, effectivement. Et des communs sur la propriété intellectuelle, comme dans l'exemple de Wikipédia, sont très intéressants comme exemple. Maintenant, si on parle de comment instituer des communs qui soient en termes digitaux, en termes internationaux ou en termes de territoire, il faut quand même certaines forces étatiques, ou il faut certaines forces régaliennes. Et moi, j'aimerais bien, effectivement, que, comme tu l'as dit, Thomas, l'État, ce soit nous. Malheureusement, je ne crois pas que c'est le cas. Alors là, on dit direct, oui, mais regarde, la Russie, il y a des gens qui vont en prison et c'est moins bien qu'en Suisse. Certes, je ne suis pas en train de dire que la Suisse, c'est le pire endroit du monde ou c'est le pire État dictatorial du monde. Il y a pire. Mais je crois qu'on peut faire mieux aussi. Et je crois que la réflexion de comment les citoyens peuvent s'emparer mieux de régulation, d'avoir plus de transparence, d'avoir plus de contrôle démocratique et d'avoir des nouvelles formes de gouvernance pour instaurer ces communs et instaurer ces entreprises du futur, c'est des grandes questions qu'il faut se poser maintenant. Compris. Il reste que quelques minutes, donc on aura l'occasion de prendre encore une ou deux questions. On prend la question de madame, oui. Bonsoir, c'est Eliki Whitworth du Lost Food Project. On a le numérique, on a l'éducation, on a l'environnement, les experts comptables. Dans tous les participants, il y avait un thème très fort qui est l'alimentation. Qu'est-ce que vous voyez en Suisse et le combat pour le gaspillage alimentaire? Parce que c'est vraiment très intéressant pour nous de voir que la plupart des participants ont fait quelque chose de local autour de l'alimentation. Sarah. La question, c'est, pardon, qu'est-ce qu'on voit en Suisse comme développement? Oui. En fait, il y a 2 points par rapport à ça. Alors, effectivement, en Suisse, il y a un tiers de notre nourriture qui est gaspillée. Donc, on a un gros potentiel par rapport à ça, qui est à peu près le chiffre au niveau mondial d'ailleurs. Et puis, une question qui est aussi très taboue, c'est nos modes alimentaires. Donc, on sait, l'OMS le dit, le rapport du GIEC le dit, l'IPBES le dit. Là, le plus grand impact qu'on peut avoir, la plus grande action qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de passer d'un régime carné comme on a aujourd'hui à un régime végétarien, voire végétalien. Et ça va avoir un impact positif sur la biodiversité, un impact positif sur le climat, sur la pollution. Enfin, c'est vraiment l'action la plus concrète et la plus directe qu'on peut prendre ce soir même là-dedans. Et en Suisse, on a tout à fait la possibilité, on a parlé beaucoup de résilience, on a parlé beaucoup d'autosuffisance, de santé, de nourrir la Suisse si on passe justement à ce type de régime, et on aurait une possibilité d'avoir une meilleure santé et une meilleure résilience. Et je pense qu'il y a des projets qui vont dans ce sens. Là, j'ai vu récemment que la Confédération allait aider les productions de protéines végétales, et c'est une excellente nouvelle. Et ça, lié à la formation, comme on en a parlé pendant la présentation, et puis à tous ces projets magnifiques que vous nous avez présentés ce soir, et ça, je pense qu'on va aller dans cette tendance-là, et ça va être encouragé aussi avec des aides étatiques. Merci beaucoup. Question pour vous, Barbara et Patrick, sur la réalité d'être entrepreneur, de faire attention à la durabilité, de faire la transition, d'être innovant, vous nous l'avez les deux expliqué, et peut-être le sentiment parfois de se sentir seul, non ? Vous avez des entreprises qui sont de taille respectable, mais vous avez entendu parler de Nestlé. Barbara, vous connaissez Caterpillar mieux que personne. Et vous, vous agissez à votre échelle, qui est respectable, mais parfois on peut avoir l'impression d'être un peu découragé face à l'ampleur de la tâche. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas? Et dans ce cas-là, comment vous faites? Parce qu'on veut bien les recettes. Barbara.
Alors, au contraire, je dirais, parce qu'on commence de parler plus de nos visions, de nos vœux, de peut-être nos ressentiments, et on trouve des gens qui, peut-être, ça les encourage aussi, qui se joignent à nous, qui peut-être nous suivent aussi, qui veulent travailler avec nous. Et je pense plutôt qu'on peut vraiment, pour moi, c'est juste incroyable quel impact on peut vraiment avoir, en inspirer aussi des gens, mais de connecter les gens, et que c'est tout un, c'est tout un développement. Et au contraire, je pense qu'on se sent moins seul, parce que du coup, on peut se permettre, on a cette liberté de se entourer des gens qui croient ou qui ont la même vision ou qui veulent se battre pour la même vision. Et je trouve ça c'est magnifique, et je me sens moins seule que jamais, parce que justement, j'ai pas l'impression d'être un peu un alien dans un système où j'ai l'impression de pas Vous vous être sentiez vraiment plus la seul chez vérité. Caterpillar? Mais je me sens au niveau de mes valeurs et de ma vision et de pourquoi je veux me battre. Je me sens beaucoup moins seule aujourd'hui. Oui. Joli. Patrick? Alors, comme on l'a vu ce soir, je suis dans une industrie qui est l'informatique. Alors oui, ça pollue l'informatique. Bon, ok. On essaye en fait à chaque fois d'avoir des choses au quotidien qui font que c'est un peu mieux que. Typiquement, tous les ordinateurs que l'on fournit, on essaie de fournir des ordinateurs réparables, des ordinateurs qui peuvent durer 7, 8, 9, 10 ans en termes technologiques. Et si on peut changer le processeur, si on peut mettre une mise à jour de mémoire vive, le disque dur, etc., on va plutôt prendre ces machines-là. Pareil pour tout ce qui est cloud, on utilise aussi des machines, entre guillemets, d'occasion pour faire du cloud, sur des systèmes de virtualisation pour le cloud qui sont de l'open source. Toutes les machines que l'on récupère, que nos clients ne veulent plus, cette solution, c'est ce qui est en panne et qui ne fonctionne plus et qui n'est pas réparable, ça arrive. Alors c'est déchetterie et ça vient recycler juste un peu à côté de chez nous, chez Barec. Et puis pour ce qui fonctionne encore, on a un partenariat avec Caritas. Et en fait, on donne ces machines à Caritas pour des projets locaux. J'ai dit, mais moi, les machines, vous ne me les envoyez pas en Afrique, en Tunisie, ou ailleurs. Non, c'est que pour des projets locaux, c'est pour des gens qui ont besoin d'informatique et qui ne peuvent pas seuls la payer. Ils refont les ordinateurs, ils réinstallent un système, etc. Et les ordinateurs sont réutilisés avec ça. Donc voilà, donc on essaye un minimum. Voilà, après, effectivement, on se déplace le plus possible en train, en transport public, on est tout près de la ville, etc. On regroupe nos déplacements. Voilà, après, c'est des choses qui, pour moi, ça me semble un peu du basique. Mais on essaye de limiter notre empreinte en faisant ça comme ça. Très bien. Ce que je disais tout à l'heure me parle beaucoup. Très bien, c'est intéressant d'avoir les exemples concrets. Je vais vous expliquer comment va se passer l'apéro dînatoire qui arrive. Là, je pense que ça vous intéresse quand même. Donc il y a différentes tables avec du contenu sur chaque table et des gens à rencontrer sur chaque table. Donc on va vous inviter vraiment à passer là tout à l'heure de table en table pour aller rencontrer et voir les différents contenus qui vous ont été préparés par table. On applaudit la table ronde, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Bravo. Merci. Un grand merci et bravo aux organisatrices et organisateurs de ce soir. Et bon apéro, on aura l'occasion de prolonger la discussion. Merci beaucoup, bonne soirée.